Bonjour à tous, Noël approche à grands pas. Évidemment, Noël, c'est un petit enfant né il y a plus de 2000 ans dans une mangeoire, mais c'est aussi et surtout un vieux monsieur vêtu de rouge qui s'apprête à reprendre sa tournée pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Jouets, sapins, gourmandises, la Bourgogne-Franche-Comté est aux avant-postes du business de Noël. Noël, une fête de famille, certes, mais aussi et surtout, vous le verrez, un marché qui peut s'avérer juteux pour les professionnels des secteurs concernés. Les jouets, ils font briller les yeux des enfants. Mais où le Père Noël s'approvisionne-t-il pour remplir sa hotte? Dans le Jura ou en Asie? Nous avons mené l'enquête. On me demande vous faites plus le clown, vous faites plus et là on peut pas ne pas les faire, ça fait partie de mon entreprise, de mon histoire. Les sapins de Noël, savez-vous qu'il faut environ 10 ans entre la plantation de la graine et la coupe des arbres? Nous vous montrerons toutes les étapes de cette culture forestière très particulière qui ne cesse d'innover. Il faut qu'on rentre en moyenne, on va dire, entre 4000 et 5000 arbres tous les jours, donc de la coupe pour aller à la pointage, la mise en filet, le débardage et le conditionnement en palette. Noël et la table. Peut-on faire un réveillon avec des produits festifs 100% made in Bourgogne-Franche-Comté? Nous vous donnerons les bonnes adresses. On respecte nos bêtes, donc on les traite, on les caresse, on leur parle. En principe, ils ont de la musique matin et soir. Donc je pense que nos canards, ils sont pas malheureux. Les cadeaux sous le sapin. Pourquoi les acheter très cher dans les magasins? Avec un peu de temps et de passion, on peut les faire soi-même. Nous vous dirons comment. Ça n'a rien à voir. Acheter un cadeau, c'est acheter quelque chose que quelqu'un d'autre a fait ou que les Chinois ont fait ou que voilà. Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Le business de Noël, c'est tout de suite dans Enquête de région. Le Haut-Jura est connu pour être une terre de fabrication de jouets, mais depuis les années 2000, beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes et ont délocalisé en Asie. Aujourd'hui, restent quelques artisans qui perpétuent la tradition, mais aussi de grandes enseignes. Les bureaux de conception et de design sont eux toujours dans le Jura. Petits et gros fabricants misent sur la création pour séduire les enfants et leurs parents. Enquête sur le business roi de Noël. Je voudrais qu'on essaye les jeux, pour voir un petit peu vos réactions, voir un petit peu comment vous jouez. Vous posez des questions, vous dites tout ce que vous pensez. Moi, je vais vous regarder comment vous utilisez les jeux. Cette séance de jeu est surtout une séance de travail. Les enfants essayent des jouets en bois fabriqués par Stéphane Gâteau. La spécialité de l'artisan, les puzzles d'animaux. Aujourd'hui, il teste sa nouvelle création, une petite ferme qu'il montre aux enfants pour la première fois. Il écoute toutes les remarques pour améliorer ses personnages. Faire un fermier avec une maison. Ah, il manque le fermier. Oui, puis aussi il manque une porte, puis de la paille pour les vaches. Dans son atelier, le créateur répète les mêmes gestes depuis 25 ans. Il utilise une méthode traditionnelle de découpe de bois, le chantournage. Stéphane ne fabrique que des petites séries d'une dizaine d'objets qu'il dessine lui-même, surtout pour des boutiques spécialisées. Il élargit sa gamme de jouets en fonction des demandes et de ses envies. Son entreprise se porte bien. On a des demandes très particulières, j'écoute, et c'est aussi peut-être pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Je suis quand même dans le traditionnel où on me demande vous faites plus le clown, vous faites plus et là on peut pas ne pas les faire, ça fait partie de mon entreprise, de mon histoire. Mais on doit apporter des petites nouveautés sans faire n'importe quoi. Il faut de la création aussi, mon métier, c'est un métier de création et c'est hyper important. Et même pour moi, personnellement, de faire des nouvelles choses. Ici, chez Villac, les jouets sont fabriqués selon une autre méthode traditionnelle, la tournerie.
Mais seule une petite partie de la production est française. Comme ses concurrents, la marque a délocalisé en Asie au début des années 2000. Seulement 7% des jouets vendus en France sont fabriqués dans l'Hexagone. La conception, en revanche, est restée ici. Dans ce bureau d'études, les designers imaginent et dessinent une centaine de nouveaux jouets par an, avec une contrainte forte, le prix de production. À ce stade, ça a été envoyé à la production pour calculer un premier prix, c'est pour ça qu'il y a déjà des codes dessus. Et puis on s'est aperçu qu'on était complètement hors budget. Donc là, nouvelle version, écrémer complètement le design, donc retravail sur la forme générale avec une forme plus fine qui coûtera moins cher, donc on a une épaisseur de bois qui est moins chère. On a enlevé les ailes qui nous coûtaient trop cher à fabriquer. On garde toujours cet aileron parce que c'est quand même ce qui va identifier que c'est une petite F1. Et avec un assemblage juste avec des petites pattes métalliques qui vont être collées. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation. La marque profite de la mode du jouet en bois, des jouets colorés, modernes, presque des objets d'art, et de plus en plus élaborés. Des détails comme ça, moi, au niveau expérience du design, je savais qu'on pouvait faire des éléments comme ça assez ludiques, assez marrants. C'est sûr que pour un enfant, avoir une partie ludique, on fait monter la petite voiture dans le garage, on referme le garage, c'est quand même beaucoup plus amusant que juste une planche de bois sous laquelle on met une voiture. Dans les années 70, le Jura comptait une centaine de fabricants de jouets. Il se posait déjà la même question, comment plaire aux enfants ? Jouets, cadeaux, joie, sourire, depuis des millénaires, le rêve demeure. Non, les enfants ne sont pas blasés, ils peuvent encore admirer ce monde extraordinaire, ce monde de rêve. Imaginer les jouets qui feront rêver les enfants, c'est le métier de Christophe Gillet. Le designer travaille à son compte pour des entreprises françaises qui produisent à l'étranger. Son projet du moment, un château en bois et en plastique. Il assemble le prototype, puis modifie le modèle numérique, en gardant toujours en tête le prix de fabrication. Les familles dépensent en moyenne 15 € par jouet. Le designer doit malgré tout faire preuve d'imagination. Je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus créatif, de plus en plus innovant pour intéresser les enfants, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il n'y a pas que des jouets, il y a de la tablette, etc. Donc il faut essayer de faire des choses modernes, d'être contemporain dans ce qu'on fait. Sur la table trône une petite cuisinière que Christophe a entièrement dessinée. Elle est même vendue au musée d'art moderne de New York. Le designer a choisi un décor vintage et surtout il s'est amusé à imaginer les fonctionnalités. Il faut garder son âme d'enfant, il faut s'imaginer qu'on a 4-5 ans et qu'on va jouer, il faut travailler sur la jouabilité, comment on ouvre la porte, comment ça se passe, positionner les boutons, le feu exactement au bon endroit. Et on se fait plaisir quand on travaille sur une cuisinière, enfin sur tous les jouets. Si on ne s'amusait pas, je pense qu'on ne vendrait pas. Les cuisinières, un produit phare de Smoby, le géant du jouet dans le Jura. Ici, elles sont produites en série. Plus de 500 000 cuisines sortent de l'usine tous les ans. Chaque machine produit un seul élément avec un moule adapté. Ces moules sont conservés dans cette pièce et à chaque saison, la collection s'agrandit. Toutes les saisons, il y a un renouvellement, à peu près un tiers du catalogue, ce qui représente 200 nouveaux outillages à peu près par an. Ouais. Donc c'est des outillages qu'il faut développer, créer, réaliser, mettre au point. Donc il y a tout un travail en amont avant de pouvoir sortir une pièce conforme à ce qu'on veut. La nouveauté cette année, une fabrique de chocolat. L'entreprise veut proposer aux enfants de faire eux-mêmes leur dessert. Tout a commencé dans ce bureau avec une idée simple et un premier croquis. On a un prix de revient, on a un volume et puis à partir de là, le jeu autour du cake pop. On n'a pas trop d'autres contraintes à part ça. Plusieurs étapes entre la modélisation et la production, avec à chaque fois des idées qui s'ajoutent. Eh bien, la rampe n'était pas prévue au départ, et puis une petite idée qui fuse dans une réunion, et puis voilà. Des proportions aussi un peu différentes par rapport aux contraintes, que ce soit logistiques ou méthodes. Donc c'est au cours du développement du produit qu'on a des contraintes qui arrivent. Smoby est le premier fabricant français de jeux d'imitation.
Mais les enfants délaissent de plus en plus tôt leurs mini-ustensiles au profit de jeux électroniques ou numériques. Il faut constamment se renouveler, par exemple en adaptant les jouets aux appareils modernes utilisés par les adultes. Il faut se battre en permanence, il n'y a aucune position de leader non contestée et contestable. Donc à tout instant, il faut prouver sa force, mais sa force c'est le produit, mais c'est tout. C'est aussi la capacité industrielle, c'est la capacité logistique, c'est un ensemble. Les enfants ne le voient pas sur leur rayon quand ils achètent un jouet, mais c'est tout ça sur lequel il faut être bon, parce que les attentes des distributeurs aussi changent. Avec un chiffre d'affaires annuel de 120 millions d'euros, l'entreprise se porte bien. En France, le marché du jouet progresse ces dernières années, mais il reste tendu et la production est toujours concurrencée par l'Asie. La création, en revanche, n'est pas prête de quitter le Jura, un des berceaux historiques du jouet dans l'Hexagone. Jeux éducatifs, jouets de construction seront parmi les plus plébiscités pour la Haute du Père Noël cette année. Et les parents, malgré la crise, ne sacrifieront rien au budget de leur chère tête blonde pour les cadeaux de Noël. Alors, on vous emmène ici, chez les assistants du Père Noël, pour mieux comprendre ce business important. Bonjour messieurs. Il y a des ruptures. Bonjour Nicolas Tarente. Bonjour. Donc je vous laisse, soyez vigilants. Merci. Vous êtes le directeur de ce magasin de jouets ici à Dijon. La période de Noël, ça représente quoi en termes de masse de travail, de temps? Ça commence quand et ça finit quand? Dès le mois de juin, on commence à y penser. Les jouets sont déjà recherchés en amont par toute l'équipe du siège. Mais c'est vrai que nous, sur le terrain, c'est à partir de cette période-là où on commence à se projeter sur cette période. Alors, en termes de chiffre d'affaires maintenant, qu'est-ce que ça représente sur le volume annuel d'un magasin comme celui-ci? Ça représente 60% du chiffre d'affaires global de l'année. C'est énorme. Tout à fait. Il ne faut pas se louper là. Ah non, c'est la période sur laquelle il faut être présent. C'est ce qui explique que les magasins sont aussi bien achalandés là en cette période de l'année. Les stocks sont là, les équipes sont prêtes. C'est la période qui est la plus chargée et aussi bien en termes de marchandises qu'en termes humains, effectivement. Est-ce que vous faites appel à des renforts pendant cette période-là? Sur cette période-là, effectivement, nous doublons notre effectif en termes de masse salariale. Donc c'est 2 fois plus, c'est quoi? C'est des intérimaires, des CDD? Ce sont des CDD sur cette période qui vont nous accompagner jusqu'à fin janvier, puisque nous allons attaquer après la période de Noël tout ce qui concerne les retours, tout ce qui peut être défectueux ou d'achat en doublon. Oui, ça ne termine pas le 25 décembre pour vous? Non, ça continue. Le Père Noël après. finit de travailler, mais vous continuez? Voilà, lui après part en vacances et nous sommes encore là. Ce sont les enfants ou les parents qui décident in fine des jouets qui sont achetés? Les enfants. Les enfants? C'est-à-dire qu'on les emmène, ils font un tour et puis après, hop, le Père Noël ramène les fameux cadeaux. C'est ça. Un mot aussi sur le Made in France, parce que j'ai lu dans un récent sondage que 65% des Français étaient prêts à acheter du Made in France. Tout à fait, c'est quelque chose qui vient de plus en plus, où les gens veulent se concentrer sur des produits faits en France. Donc nous avons des produits tels que Jeux Jura ou la marque Smoby qui est implantée dans cette région. Alors, est-ce qu'il y a des tendances cette année particulièrement? C'est quoi qui marche? La tendance actuelle est orientée sur tout ce qui est technologie, donc ce qu'on appelle nous le tech toy. Donc les tech toys, ce sont ces types de produits connectés. Donc vous avez différents animaux, du chien, du chat, des dinosaures, du singe. Ah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts? Absolument. Et en autre type de produits connectés, vous avez les drones qui fonctionnent très bien. Alors ça, c'est vraiment ce qui marche effectivement en ce moment. Et puis c'est les mêmes que pour les grands presque? Tout à fait. Donc ce sont des produits qui étaient à l'origine destinés pour les adultes, qui ont été rendus accessibles pour les enfants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez... Comme je suis un grand enfant, c'est ça? Tout à fait. Bonjour. Alors dites-moi comment ça marche. Alors c'est simple, vous avez une manette, la manette gauche pour les gaz, la manette droite pour la direction. Je vous laisse essayer. Allez, je vais essayer. J'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises. Ça s'annonce quand même un peu compliqué. C'est parti. Je sais pas où, mais...
Bon, je crois que je vais plutôt me mettre aux petites voitures, ça sera moins dangereux. Une petite voiture qui sera d'ailleurs peut-être sous votre sapin de Noël le 25 décembre. Il s'en vend 6 millions de sapins naturels en France. Un quart d'entre eux vient du Morvan. Sur ce plateau granitique, c'est une véritable production horticole qui existe avec un certain savoir-faire et beaucoup de soins. Et c'est aussi très important sur le plan économique. Bonjour. Bonjour messieurs. Les sapins de Noël et leurs emplois dérivés dans le Morvan, une région très rurale, ça représente souvent le premier secteur économique. Voyage au pays de mon beau sapin. Un matin de début novembre, l'hiver est là, gris, froid, humide. Un temps idéal pour les sapins. Pour eux, le compte à rebours a commencé. Dans quelques semaines, c'est Noël. Une échéance pour laquelle ils ont fait l'objet de nombreux soins depuis fort longtemps. C'est en pépinière que tout commence, comme beaucoup d'arbres exploités dans les forêts. Ce sont les plus jeunes plants de la pépinière. Ce sont des tout petits semis de Nordmann qui ont été semés au mois de mai de cette année. 600 plants au mètre carré. On peut voir encore qu'il reste. Il reste la petite coque de la graine. C'est de Géorgie ou du Caucase que vient la graine du Nordmann, mais selon l'essence des sapins, cela peut être de Serbie, du Danemark ou des États-Unis. Les jeunes plants resteront ici environ 1 an et demi avant d'être transplantés de façon plus espacée pour qu'ils puissent se développer. On cherche à ce qu'il soit conique, donc avec des grandes branches sur la base du sapin et que ça doit se réduire jusqu'à la cime. Au bout de 4 saisons, la pépinière s'est terminée, les plants sont arrachés pour aller jouer dans la cour des grands, c'est-à-dire être replantés en plein champ, à condition toutefois d'être à la hauteur. Il est déjà magnifique pour son âge, pour 4 ans. Vous voyez, il a déjà beaucoup de branches, il a un très beau système racinaire. Et vous voyez, au niveau des branches, déjà, on peut imaginer qu'il sera très beau plus tard, parce qu'il a déjà beaucoup de branches, et il a des bourgeons prometteurs, avec plein de petits bourgeons. Donc ce qui va faire des branches, et sur lesquelles on va pouvoir mettre nos guirlandes et nos boules de sapin. À chaque étape, un tri est effectué. Seuls sont gardés ceux qui ont la taille mannequin, au moins 13 cm et de belles proportions. Ils sont jolis, ils ont une jolie forme, ils ont des branches tout autour du tronc. Ça on ne peut pas mettre. Vous voyez, on voit la différence en fait. La culture du sapin de Noël a commencé ici entre les 2 guerres mondiales. De façon artisanale d'abord, puis le climat de la région s'y prêtant, de plus en plus professionnel. Le Morvan est aujourd'hui le plus gros producteur de sapins de Noël de France et fournit 20% du marché. C'est plus de 1000 hectares de production, des centaines d'emplois directs, mais aussi tous les emplois indirects qui sont à la fois l'amont de la production, les pépiniéristes, mais aussi les pieds de sapin, les transporteurs, les fournisseurs de filets. C'est une vraie filière. Près de 6 millions de sapins sont vendus chaque année en France, dont un quart importés d'Europe du Nord, de Chine ou d'Amérique. Pour faire face à cette concurrence et aux évolutions, la filière a créé il y a quelques années une association et embauché un ingénieur. Voici Monsieur Sapin de Noël, sapin au pluriel. Donc ici on est devant un beau spécimen d'Épicéa commun, Épicéa abies de son petit nom latin. Un petit sujet de sapin de Nordmann. Sapin noble, Abies procera. Outre ces stars, il y a le sapin subalpin de couleur bleutée, l'épicéa du Colorado aux aiguilles piquantes ou encore l'épicéa de Serbie à la forme élancée. Au total, une dizaine d'espèces qui ont en commun de nécessiter des soins constants. Le sapin de Noël n'est pas un arbre comme les autres.
C'est vraiment un travail de longue haleine, de toute l'année, même sur plusieurs années. Donc il y a toutes des opérations de type cultural, l'apport d'engrais, etc. Mais aussi des opérations manuelles de taille, par exemple, pour obtenir un sapin comme ça bien fourni. Ça ne pourrait pas se faire naturellement, on a besoin de le tailler régulièrement. Donc bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Donc, je voulais venir le sapin de Noël fait aussi l'objet de recherches scientifiques, surtout chez les pays gros producteurs. Elle est embryonnaire en France, mais à l'INRA d'Angers, l'an dernier, une étude a débuté sur la chute des aiguilles. On a fait pas mal de mesures à la fois éco-physiologiques, qualitatives, concernant par exemple les aspects teneur en eau, potentiel hydrique, etc. Il y a un label rouge sapin de Noël qui est en train de voir le jour, mais il fallait que tous les efforts qu'on ait faits sur cet arbre puissent se retrouver jusqu'au consommateur et qu'il ne soit pas déçu par des chutes d'aiguilles, etc. On envisage des essais, alors dans un premier temps sur rameaux, de façon à tester différentes méthodes, et puis ensuite passer sur des arbres. La vente en grande surface, 30% des sapins, a aussi obligé les producteurs à évoluer en matière d'emballage, de commercialisation ou environnementale. Des tests d'enherbement ont ainsi été réalisés dans certains champs. Fin de partie pour les sapins. Depuis fin octobre, la coupe a commencé. Pour les producteurs, Noël est déjà bien présente. Bien stressant aussi. C'est pas stressant, c'est plus que stressant. On va couper pour la saison 2016 entre 80 et 100 000 arbres. Ça fait combien par jour, ça à peu près? Il faut qu'on rentre en moyenne, on va dire, entre 4 000 et 5 000 arbres tous les jours. Donc de la coupe pour aller à la pointage, la mise en filet, le débardage et le conditionnement en palette. La météo est le facteur clé. Les commandes doivent être honorées en temps et en heure. Le moindre retard peut être fatal. Le métier ne laisse pas place à l'à peu près. La profession de producteur de sapin de Noël, c'est devenu un métier à part entière. On ne peut plus planter des sapins et les laisser à l'abandon. On ne va pas dire laisser à l'abandon, mais laisser pousser tout seul pendant une décennie. Ça, c'est terminé. C'était il y a 40 ans en arrière, on va dire, quand à l'époque, on faisait que de l'épicéa. Aujourd'hui, il faut faire vite et bien. Pendant les 2 mois qui précèdent Noël, une 50aine de personnes travaillent donc ici, au lieu d'une petite dizaine d'habitude. Même chose dans cette entreprise, à quelques kilomètres de là. Ici, le personnel a été multiplié par plus de 3 ces dernières semaines. Et le stock de matières premières donne une bonne idée du volume d'activité réalisé en ce moment. Alors là, vous avez du tremble, vous avez du bouleau, vous avez de la verne. On a un gros volume de bois qui rentre par jour, c'est-à-dire en gros 6 à 7 semi-remorques par jour, d'une moyenne de 60 à 80 stères par camion. Ici, on fabrique des supports pour sapins de Noël, une activité pour laquelle l'entreprise a fait depuis quelques années beaucoup d'investissements. On fabrique en gros, on fabrique actuellement 40 000 pièces jour. Pendant combien de temps? Pendant 4 mois. Cette activité dérivée de la production de sapins n'est pas la seule. Transport, matériel, hébergement de saisonniers, décoration, cet arbre draine toute une économie. De nombreuses personnes en profitent, même si pour eux, en ce moment, Noël n'est pas du tout synonyme de fête. À suivre dans Enquête de région, le marché de votre table de réveillon. Industriels et artisans rivalisent d'imagination pour votre table de fête. Et puis le marché du fait main, une nouvelle tendance, vous verrez. Artisans, mais aussi ceux qui vous offrent eux-mêmes leurs cadeaux, tiennent maintenant à les faire. Noël, c'est aussi un régal pour les gourmands, évidemment, notamment pour les fans de chocolat. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on est nombreux à être fans de chocolat, les Français en avalent 400 000 tonnes par an. On est quand même des petits mangeurs à côté des Allemands ou encore des Suisses qui sont les champions en Europe avec 11 kilos par an et par personne. Alors on est venu ici
à Pontarlier, tout près justement de la frontière suisse, dans ce laboratoire de la chocolatière de Pontarlier qu'on va rencontrer pour mieux comprendre cette passion. Bonjour Fabienne Poilaude. Bonjour. On vous dérange pendant vos préparatifs parce que effectivement Noël approche à grands pas. J'ai dit chocolatière. Est-ce que vous dites chocolatier ou chocolatière? Non, chocolatière, ça me convient très bien. Oui. Parce qu'en plus, on n'est pas beaucoup. En tant que femme dans un laboratoire, c'est vrai que c'est assez rare, on va dire. Mais voilà. J'ai vu que c'était une équipe très féminine, que des femmes. C'est vrai qu'il n'y a que ça. On n'a pas choisi, mais en fait, il se présente que des filles pour l'instant. Alors, le chocolat de Noël, ça représente quoi dans votre activité annuelle, vous, ici à Pontarlier? Chocolat, principalement à Noël, c'est 35% de chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires annuel? Oui. Et qui est quand même assez intéressant et qu'il ne faut pas se louper. Et en principe, vers le 10 décembre, on s'y met à fond. Alors, je disais qu'on est près de la frontière suisse. La Suisse, c'est le pays du chocolat en Europe. Je disais que c'est les plus gros mangeurs. C'est un chocolat qui est différent de ce que vous faites. Du coup, est-ce qu'il y a de la concurrence ou au contraire de l'émulation avec les voisins suisses qui sont vraiment à quelques minutes d'ici? Non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Bon, on est content aussi d'être à côté de la frontière parce que c'est vrai que l'histoire, quand on parle de chocolat, j'avais une petite anecdote pour des enfants. Quand on leur demande, vous savez où se fabrique le chocolat, ils répondent en Suisse. Alors, systématiquement. Systématiquement, mais bon, après, c'est une autre qualité de chocolat. Le chocolat français, justement, c'est un gage de qualité aujourd'hui pour vous? Oui, bien sûr, c'est le chocolat. Je ressens aussi que beaucoup de personnes recherchent cette qualité de chocolat. C'est vrai qu'on mettait beaucoup en avant le chocolat lait, après le chocolat noir. Maintenant, il y a un chocolat blanc qui revient un petit peu à la mode. Bon, on dit toujours qu'il est un peu plus sucré. On en mange moins, mais on se régale toujours autant. Là, on voit des choses que vous êtes en train de préparer pour ces jours de fête, mais est-ce qu'il y a des tendances dans le chocolat, des modes, comme il pourrait y en avoir dans d'autres domaines? Bien sûr, il y a beaucoup de fruits secs. C'est vrai qu'on est dans une Franche-Comté, on est dans une région où on a les noisettes qui marchent énormément. Et c'est vrai qu'on a toujours une association par rapport à ça d'amandes hachées, bien sûr, et noisettes. Et... Vous utilisez, vous, les produits régionaux? On peut se permettre, avec le chocolat, d'associer des produits régionaux? Bien sûr, on associe, entre autres, l'absinthe. Je sais pas si on peut en parler. Bon, c'est vrai que c'est l'alcool, c'est pas... Ouais. C'est pas pour les enfants. On en met une goutte. On en met une petite goutte, on en consomme. Mais c'est une demande aussi par rapport aux gens en disant voilà, est-ce qu'on peut avoir ces produits-là? On a vu des vrais sapins dans l'émission tout à l'heure. Ceux-là, ils m'impressionnent particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors celui-ci, c'est notre produit phare. C'est vrai que si vous passez pas Noël sans votre petit sapin sur la table, ah oui, ça va pas aller là, je sens tout dommage. De suite. Ouais. Voilà. Alors c'est un petit cône de chocolat. Et on a fabriqué des anneaux de chocolat qui sont garnis d'un Jean Dujat, et donc, comme je vous parlais tout à l'heure, avec le fruit sec, le raisin, les petites décorations. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à votre boutique? Parce que je ne l'ai pas encore visitée. Vous la connaissez pas? Non, pas encore. On y va de ce pas? On y va, c'est tout à côté, je crois. Oui, il n'y a pas Je vous suis. Je vous en prie. Prévu de faire une clé. Très bon, on y va. Alors là, je vous présente une spécialité à l'absinthe, une ganache lactée. Là, nous avons donc par une ganache noire pure Papouasie. Donc celle-ci me fait gagner la tablette d'argent. Ah oui. Et de ce côté? Là, nous avons les palais salés fruits secs, accompagnés pour l'apéritif. Ah, original du chocolat. Voilà, c'est pas commun. Donc aussi, là, nous avons une spécialité de ma création, une caramel au morille. Si vous ne connaissez pas, je vais vous le faire découvrir. Vous le dégustez avec des petites bulles. Ça ira très bien. Parfait, à l'apéritif aussi. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, vous le voyez, Noël, c'est une fête pour les papilles. La table de réveillon, c'est bien sûr la convivialité et la famille. Nos professionnels, éleveurs, pâtissiers, viticulteurs préparent activement cette période en Bourgogne-Franche-Comté. Ils se préparent d'autant plus que c'est très important pour leur chiffre d'affaires. Entre tradition et modernité, nous allons découvrir comment ces professionnels tentent de se réinventer pour séduire les consommateurs gourmands et gourmets. Du foie gras de canard, du crément de Bourgogne et les traditionnelles bûches de Noël revisitées.
3 incontournables qui orneront sans doute votre table de réveillon. Mais dans notre grande région, comment sont-ils produits? Et surtout, comment les professionnels anticipent-ils cette période pour être prêts à temps? Pour le savoir, nous sommes partis à leur rencontre. Lorsqu'il commence sa journée, Didier Mougin aime rendre visite à ses petits protégés. Des centaines de poussins tenus bien au chaud dans cette pièce, des canetons dont l'éleveur prend grand soin. Il faut qu'ils soient nourris avec notre nourriture à nous, que nous fabriquons. Donc maïs que nous cultivons sur Bavent et nous apportons un peu de tourteau de soja. Quand on est amoureux de son métier d'éleveur, on aime bien élever ses bêtes du début à la fin. Dans le Doubs, Didier est le seul producteur de foie gras. Chaque matin, il s'assure que ses canards soient en forme et profite pleinement des 2,5 hectares de terrain. Car avec Noël qui arrive, c'est l'avenir économique de son exploitation qui est en jeu. C'est le moment le plus important de l'année. Disons qu'on travaille toute une année pour le mois de décembre. Donc il ne faut pas la louper. Pour sa femme Catherine aussi, la pression monte. Mais pour elle, pas question de stresser les canards. Lorsqu'elle les gave, c'est toujours avec le plus de douceur possible. On respecte nos bêtes, donc on les traite, on les caresse, on leur parle. En principe, ils ont de la musique matin et soir. Donc je pense que nos canards, ils sont pas malheureux. Il faut faire doucement, il ne faut pas être brusque, il faut pas qu'on les stresse. Donc en principe, ça se passe relativement bien. Pour la PME familiale, les fêtes de fin d'année représentent un quart du chiffre d'affaires. Alors depuis des mois, Catherine sillonne les marchés du pays de Montbéliard. 83,37 s'il vous plaît. Ce matin-là, les clients se bousculent presque. Je suis venue chercher mes 3 foie gras que j'avais commandés, comme tous les ans, et des magrets confits et un magret séché pour l'apéritif. Ça symbolise Noël, d'ailleurs je n'en achète pas à une autre période, et c'est la réunion de la famille et le goût. Cette année, les commandes affluent bien plus tôt que d'habitude. À partir du mois d'août, généralement, les clients viennent, me passent leurs commandes pour la fin de l'année, en foie gras entier, cru. Cette année, juillet. Les premiers clients sont arrivés au mois de juillet pour commander leur foie gras pour Noël. Alors j'ai une grande liste d'attente et arrivé en principe septembre, octobre, je rappelle les personnes qui viennent récupérer leur foie gras cru. À 200 km de là, on se prépare aussi pour Noël. Sur les hauteurs de la côte de Beaune, les vignes arborent leurs robes dorées. Une période cruciale pour la maison Veuve en Bal, le premier producteur de créments de Bourgogne. Donc là, on est sur un vin qui est complètement prêt. Dans cette immense salle sont stockées les différentes cuvées qui seront ensuite méticuleusement assemblées. Quand on a fait la vinification, on se retrouve avec des vins issus de cépages chardonnay, cépages pinot noir, cépages aligoté, cépages gamay. Et tout le jeu consiste à faire les assemblages qui répondent à la qualité du produit que nous voulons élaborer. Après l'ajout de levure, le crément est élevé selon la méthode traditionnelle. Régulièrement, les bouteilles sont retournées pour permettre la prise de mousse. Chez Veuve en Bal, on en produit 7 millions chaque année. Des flacons qui sont soigneusement bouchés, puis habillés. Un ballet savamment orchestré. On arrive dans les dernières étapes puisqu'on est en cours d'habillage des bouteilles, c'est-à-dire pose des étiquettes, de la coiffe. Ensuite de quoi les bouteilles vont être mises en carton et je dirais que le produit est cette fois-ci prêt à être expédié. Et en cette fin d'année, les chaînes tournent à plein régime. Avec Noël qui approche, la demande est très forte. Le mois de décembre, en termes de consommation dans les magasins, représente plutôt la consommation 2 fois un mois habituel. Voilà, Mais ce n'est pas non plus 80% de nos ventes.
Depuis sa création en 1975, l'appellation Crémant de Bourgogne n'a cessé de se diversifier et de monter en gamme. Aujourd'hui, elle semble avoir gagné ses lettres de noblesse. On se rend compte que les gens apprécient de plus en plus des produits Crémant de Bourgogne, Veuve en Bâle par exemple, pour leur côté original, vraiment la diversité qu'on peut trouver et son côté accessible. C'est-à-dire que on voit des consommateurs qui appréciaient d'autres vins effervescents par ailleurs, qui se sont orientés vers le Crémant de Bourgogne parce qu'on est sur un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Alors de là à avoir du crémant à la place du champagne sur la table de réveillon, certains sont déjà prêts à sauter le pas. J'estime qu'un bon crémant, c'est mieux qu'un mauvais champagne, hein, parce que champagne est à tous les prix. On en propose parfois justement à cette époque à des prix bas, etc. Moi, j'aime autant prendre un crémant plus cher, qui sera de meilleure qualité, et voilà. Mais avant de trinquer, retour à Montbéliard. Dans son nouveau laboratoire, Éric Vergne est en pleine effervescence. Le chef pâtissier réalise la décoration de sa dernière création. Une bûche chocolat passion qu'il soigne dans les moindres détails. C'est une bûche chocolat qui se veut très pure et donc je voulais vraiment une finition très graphique. Et donc on l'a obtenu en jouant sur des palets de chocolat pur Caraïbes, légèrement recouverts de poudre d'or. Donc ça donne une bûche assez sophistiquée et très gourmande, très chocolatée, très puissante en chocolat. La bûche, un classique de Noël qui doit en permanence se réinventer pour surprendre les gourmands. Il y a des années, on va refaire que 3 ou 4 créations. Cette année, il y en avait 5 parce qu'on avait envie il y avait des choses qui m'intéressaient de travailler. Donc, on est parti sur 5 nouvelles bûches. Là, vous en avez 3 nouvelles et les 2 autres, on est en train de faire des essais pour être sûr que ça va bien convenir et que ça va être bon. Mais Noël, c'est aussi l'occasion d'innover. Dans l'atelier voisin, Léa et Margot s'attellent à la confection de drôles de pièces. Alors c'est des sapins en chocolat. Donc on commence par faire des branches en chocolat et on pose les fruits dessus qu'on laissera prendre après au froid pour après faire plusieurs étapes. Petit à petit, le décor se met en place. C'est des petits fruits secs, donc vous avez des pistaches, des amandes, des écorces d'orange confites, des abricots séchés et des petites billes de chocolat colorées en rouge pour le côté de Noël, les petites boules de Noël. Après quelques heures de travail, voici le résultat. Un sapin de Noël à croquer. Là, ce sapin, on a mis quelques temps à le mettre au point. Maintenant, il est à peu près maîtrisé. Et donc, ça fait 2 ans, je pense, 2-3 ans qu'on le fait. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera complètement différent. Se renouveler encore et toujours pour régaler les yeux et les papilles, c'est aussi ça, la magie de Noël. À l'approche de Noël, nos villes et villages rivalisent d'imagination pour illuminer les rues commerçantes. Mais aujourd'hui, à l'heure des économies pour les communes, le rêve a un coût et elle tente aussi de réduire la voilure en matière d'illumination. Bonjour Denis Alzarotto. Bonjour. Vous êtes le responsable événement de la ville de Besançon. C'est vous qui gérez entre autres toutes ces questions d'illumination de la ville là à l'approche des fêtes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots combien ça coûte ? En quelques mots, oui, bien sûr. Ça coûte très exactement 240 000 €, dont en gros un peu plus de la moitié en location pour les traversées de rue, les décors, et le solde en pose et dépose. Vous faites attention à cette question de prix, de quelle façon aujourd'hui? On sait que les communes sont appelées à faire des économies tous azimuts, du coup aussi là-dessus? Bien sûr, et également là-dessus, il y a 2 ans, on nous a demandé de réaliser une économie de 25% sur le budget global de l'opération. Et donc pour obtenir cette réduction sans pour autant toucher au nombre de décorations lumineuses posées, il y en a à peu près 300 dans la ville, eh bien on a décidé de garder pendant 2 ans les mêmes motifs. C'est-à-dire que contrairement aux années précédentes où on avait
à peu près 30 à 40% de taux de renouvellement. Là, on va retrouver grosso modo la même décoration. Là, on va retrouver grosso modo la même décoration, sauf sur la façade de l'hôtel de ville. Il y a aussi les économies d'énergie. C'est aussi bon pour la planète. Est-ce que les nouvelles technologies permettent d'avancer sur ce terrain-là toujours? Grosso modo, les illuminations, ça consomme 45 000 watts. C'est à peu de choses près la consommation d'un ménage pendant 15 jours à 3 semaines. Oui, donc c'est assez peu pour une ville comme Besançon. C'est assez peu et maintenant, on peut toujours gagner un peu, mais ça devient... Enfin, ça n'en vaut plus vraiment la chandelle. Enfin, c'est pas là-dessus qu'il faut faire des efforts, je pense, pour économiser de l'argent. Ces illuminations, elles ont des modes, des tendances, il y a des décorations qui changent, des styles, ou est-ce qu'on reste dans un grand classicisme? À Besançon, on est revenu à un certain classicisme, mais en même temps, c'est un classicisme assez tendance. On reste sur des coloris plutôt unis, blanc chaud, blanc pur, comme disent les spécialistes. Bon, il y a d'autres villes qui font le pari ou le choix d'avoir des motifs beaucoup plus colorés. Vous allez regarder ce qui se fait à côté pour comparer? Oui, bien sûr, on va regarder un petit peu ce qui se fait à côté, notamment chez nos voisins de Montbéliard. Ils sont très forts dans le sujet. Ils sont très forts dans le sujet, oui, tout à fait. Cette année, il y aura une nouveauté avec les commerçants de la ville, c'est l'illumination de façade. En fait, des jeux de lumière sur les façades, j'allais dire un peu dans l'esprit de la fête des Lumières de Lyon, par exemple, qu'on connaît. Toute proportion gardée quand même. Oui, effectivement, on a choisi de proposer des projections sur 5 façades de la ville pour inciter les visiteurs à se déplacer et puis à faire une espèce de petite balade à travers la ville. Voilà, des illuminations qu'on verra d'ici quelques jours sur ces façades de la ville de Besançon. Merci beaucoup, Denis Lazarotto, d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu aiguillés dans cette économie de la lumière, si j'ose dire. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Alors, sous votre sapin, le 25 décembre, vous aurez peut-être un cadeau fait par la personne qui vous l'a offert. Et effectivement, en ce moment, la surconsommation, le jetable, le Made in China crée un véritable rejet chez certains qui préfèrent fabriquer, faire eux-mêmes pour donner un peu de soi-même. Et quelle plus belle occasion que de donner un peu de soi-même que cette période des fêtes, enquête sur une nouvelle tendance qui a le vent en poupe. C'est de la douceur, c'est du plaisir, c'est du partage. C'est le but de faire revivre les choses, parce que je trouve qu'il y a trop de choses qui sont jetées, quoi. Pourquoi les chapeaux? Parce que je pense que ma maman, elle aimait pas beaucoup mes cheveux. J'en ai besoin. La couture, c'est quelque chose qui me permet de lâcher prise. C'est de la patouille, hein. Donc la patouille, c'est juste très agréable. Pour Evelyne, la question ne se pose même plus. À Noël, c'est confiture. Pour les copains, les voisins, la famille et les 2 marchés de Noël auxquels elle participe, ces 400 pots n'y suffisent pas. Alors, de mai à novembre, ou plutôt de fraises à coin, c'est corvée de pluche. Et ça fait 17 ans que ça dure. Ce qui a évolué, les différentes sortes de confitures, parce on s'arrête plus à la confiture de fraises comme il y a quelques années. Maintenant, on fait beaucoup de mélanges. Je vois mes amis apprécient quand je mélange des épices, le gingembre. Il y a 3 ou 4 spécialités, j'ai fait des inventions. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais finalement, les gens apprécient bien, comme la courgette, la carotte. Et cette année, j'ai fait une invention, une nouveauté, j'ai fait de la betterave. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être un petit peu curieux, mais je pense qu'avec l'association d'épices et des choses comme ça, je pense que ça ne devrait pas être mauvais. C'est quoi comme confiture? Eh ben, je fais la confiture de Noël. Wow. Voilà, la dernière. Normalement, c'est la dernière. Hein. Celle qui tient bien au... Voilà, oui. Celle qui tient bien au corps, tu vois, regarde. Mais ce n'est pas un souci pour Alain. Les calories, il les brûle très facilement. Amoureux des métiers anciens et invétérable bricoleur, le jeune retraité s'est improvisé forgeron il y a 7 ans. Une façon d'exprimer sa passion pour la récup. C'est ma base de départ. C'est des ressorts que je récupère dans une casse automobile.
Et je me dis que ça, eh ben, puisque ça a été foutu en l'air, plutôt que de le laisser vieillir dans un coin sans s'en servir, eh bien, moi, je vais le transformer. Donc, c'est avec ça que je fais mes couteaux. Alors, moi, je travaille à l'envie. C'est-à-dire que si j'ai rien envie de faire, ben, je fais rien. Et puis, un beau jour, ben, le même morceau de ferraille qui me disait rien, ben, je vais le reprendre, puis je vais le travailler, et ça va devenir un couteau, ça va devenir une sculpture. Au final, là aussi, juste un cadeau fait main. Ça n'a rien à voir, acheter un cadeau, c'est acheter quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, ou que les Chinois ont fait, ou que voilà, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Je trouve que c'est super, c'est vraiment le plaisir à l'état pur, quoi. Je pense que je vais l'offrir à Noël à Bernard. Ah, ben oui. Voilà. Et ça fait des années qu'on fait ça, parce qu'on s'implique un petit peu plus, et puis les enfants ou les amis sont contents de recevoir quelque chose qu'on a fait de nos mains. C'est une autre signification, c'est différent. Ah, oui. Faire soi-même ou pourquoi pas se faire faire sur mesure. Le résultat peut être le même, une pièce unique que personne d'autre ne possédera. Et voilà, ce sera pour une soirée vintage, dans ce style. Donc voilà, je vais être habillée avec une robe corail, noire et blanche. Donc, Blanc. Crème. Elle est crème, d'accord. Ouais. Donc voilà, je recherche. Les gens viennent me demander un conseil, et ce conseil il va être précieux à leurs yeux. Et c'est important parce qu'ils ont besoin d'être aidés, de savoir ce qui vont leur aller. Les gens vont s'ouvrir un peu comme des fleurs dès qu'ils vont rentrer dans la boutique, en fait. C'est assez rigolo. Ils vont déjà me parler d'eux. C'est très étrange, ce côté où d'un seul coup, ils vont avoir besoin de me parler d'eux, très personnellement presque. Donc on va le faire tout noir. Par contre, on enlève la plume noire et je vais travailler avec du coup une paillisson un peu brillante qui va rappeler le sac verni et les chaussures vernies, mais une paille brillante blanc cassé. Moi, j'aime bien sortir dans la rue et avoir ma propre personnalité. Et avec Sarah, je la retrouve dans son travail. Dior, Lacroix, Mugler. Modiste depuis 25 ans, Sarah travaille pour les plus grands, mais prend autant de plaisir à chapeauter monsieur et madame tout le monde. Je fais des collections un petit peu plus faciles à porter. On a vu en vitrine qu'il y avait des feutres, c'est des chapeaux un petit peu plus de soirée, de sortie, etc. pour Noël. Et puis des petits chapeaux de tous les jours, mais qui restent uniques. Donc là, ça va être effectivement, je le vois déjà pour une dame que je connais en fait. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle viendra chercher cette petite cloche, quoi. Qu'il soit pour se faire remarquer ou au contraire se cacher, le chapeau doit dans tous les cas s'assumer. Un petit bout de soie, avec un morceau d'âme de son créateur. Je crois que j'ai un type de béret, j'ai des collègues qui ont un autre type de béret, qui vont faire des bérets peut-être plus petits, plus hauts. On a tous notre... Moi j'aime bien les bérets bien ronds, donc on a tous nos formes en fait, ouais. Très typiques, très... Donc forcément on retrouvera du Sarah. Enfin j'espère. Donc, pour le chien, on va rester sur l'idée d'un rose. Donc, c'est un chien? C'est une chienne. Ah, bon. Comme quoi, le fait main, ça peut aller chercher très loin. Manteau pour chien, sac à main, sautoir ou bracelet, ces deux copines ne manquent jamais de mettre leurs après-midi papotage à profit. Au fur et à mesure des années, on achète du matériel et puis je crois que c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai gardé des coupons de tissu, on a marié des techniques différentes, parce qu'au départ, je faisais de la filmo avec Claire, j'ai mis de la couture. Et puis, petit à petit, alors les réseaux sociaux, ça de génial, c'est qu'on peut partager des tutoriels. J'ai toujours fait plein de choses depuis que je suis toute petite. J'ai tout essayé, alors le tricot, le crochet, tout. Le dessin, mais j'étais vraiment pas bonne, donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis, comme on en parlait beaucoup, j'ai essayé. En fait, depuis 7 ans, je ne me suis jamais ennuyée en fimo.
Jamais, jamais. Parce que c'est du perpétuel. Je réinvente systématiquement. Donc j'ai démarré les nouveautés, c'est les bouchons de bouteille. Des créations très colorées qui leur ressemblent et évoluent au gré de leurs humeurs. Je crois qu'au fur et à mesure des années, tant dans les couleurs que dans les formes, les choses évoluent. Au fur et à mesure des périodes de ma vie aussi. Il y a des couleurs sur lesquelles je n'accrochais pas du tout. Voilà, maintenant je suis dans le bleu. Quand je crée pour quelqu'un, je pense, je sais ce qu'elle aime, je sais comment elle a envie de la voir. Je ne peux absolument pas créer avec un modèle imposé. C'est-à-dire qu'il faut toujours me laisser une part de ce que j'y mets moi. Chaque chose est unique. Je ne fais jamais 2 fois la même chose parce que déjà je ne suis pas capable, et puis parce que ce n'est pas l'objectif. C'est très varié. Ça peut être pour la famille évidemment. Donc j'ai une maman, une belle-sœur, une nièce qui sont très équipées, une fille évidemment. Et puis après, il y a les cadeaux pour les amis des amis. Dis donc Claire, je suis invitée chez des copains samedi soir, est-ce que tu n'aurais pas? Bref, de vraies filles. Il n'y a qu'à voir le résultat après avoir passé 2 heures ensemble. Parfait, très bien. Impeccable. Tout pas mal. Allez. Une affaire qui roule. Allez, ça marche. Ne change rien. Et comme pour les cadeaux, c'est toujours l'intention qui compte, autant savoir de qui ils viennent pour mettre un visage dessus quand on les utilise. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve au mois de janvier pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Et si on vous a parlé business de Noël, on n'oublie pas les traditions et la fête de famille. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.